BFM Business, BFM Patrimoine, le face-à-face. Face-à-face ce matin entre Guillaume Dard pour Montpensier Finance. Bonjour Guillaume. Bonjour Cédric. Et Stanislas de Baillancourt pour Sycomore Asset Management. Bonjour Stanislas. Bonjour Cédric. Merci à tous les deux d'être là. Comment jugez-vous Guillaume cette tendance, ce marché qui se cherche et puis qui a parfois des accès Alors il faut bien savoir d'abord qu'on est juste à la veille des options. De l'échéance des options. Et quand il y a pas mal de trucs techniques. Voilà, et il y a énormément de mouvements techniques. C'est-à-dire qu'il y a les nouvelles dont on va reparler ensemble, les grands mouvements, mais à l'intérieur de ça, il y a une espèce de courant qui va et qui vient. Et on est actuellement aux États-Unis en position short gamma. Ce qui veut dire que les market makers sont short et qui doivent donc accentuer les mouvements. Et d'ailleurs, au début de la semaine, quand on a eu le mouvement haussier, il y a eu un mouvement de short gamma et le S&P 500 est remonté hier matin, dans la nuit d'avant-hier à hier, à 4100. Et il y a eu un mouvement de short gamma qui accélère, c'est-à-dire qu'on a repassé tout d'un coup vers les 4000, et puis dès qu'on a passé 4000, il y a eu une deuxième accélération extrêmement forte. Donc, il n'est pas exclu qu'on ait des mouvements dans les deux sens. La seule chose qui est un peu ennuyeuse, c'est qu'à force de taper sur les bas sur le marché américain, dans un moment où la liquidité est un peu plus faible, on peut avoir un peu de craquage. Et en ce qui concerne l'Europe, là, c'est juste un mouvement de suivi par rapport à cette tendance américaine, et c'est pas un mouvement intrinsèque à l'Europe aujourd'hui, en tout cas. Stanislas ? Oui, alors, je pense qu'il y a des éléments techniques de court terme qui, en fait, accentuent, parce que, juste pour expliquer ce qu'a dit Guillaume très justement, c'est que quand les market makers sont short de gamma, ça veut dire que vous courez après le marché dès qu'il se met à bouger dans un sens ou dans l'autre. Par contre, vous êtes gagnant s'il ne se passe rien. Donc, quand ça s'est mis à baisser hier, ils ont été obligés d'accompagner le mouvement de vente. Après, il y a aussi eu quelques résultats. Il y a eu Walmart, évidemment, et puis ça a continué encore hier soir, assez mauvais aux États-Unis dans le retail, avec toute cette question de l'inflation et de la pression sur les marges pour les distributeurs, mais qui finalement touche aujourd'hui toutes les entreprises. Et malgré un premier trimestre qui a été très bon en termes de publication de résultats, mais qui évidemment par définition regarde en arrière, les sociétés ont donné des guidance assez prudentes pour cette année, mais on voit bien que c'est une question récurrente de où se situeront les marges futures pour cette année 2022. Et on ne peut pas dire que les investisseurs soient très rassurés à ce stade, et donc ils prennent une posture assez prudente face à une inflation qui est galopante, parce que l'inflation, elle est évidemment pour les consommateurs, ça on en entend parler tous les jours, mais elle est également de l'autre côté pour les entreprises dans leurs coûts de production, et donc c'est la question de leur capacité à transférer ces hausses de coûts de production sur les hausses de prix de leurs produits ou de leurs services. Voilà. Sachant qu'on ne peut pas le transférer non plus infiniment, parce que si on transfère les hausses de prix puisque infiniment, tout le monde n'a pas de pricing power, n'a pas de pricing power, mais et là je suis tout à fait d'accord avec le sujet, la surprise ça a été que les deux retailers, Walmart et Target, aient effectivement des résultats un peu décevants et expliqué que c'était à cause de l'inflation, alors que dans toute la publication de résultats, on avait plutôt le sentiment que les entreprises avaient subi des hausses de coûts, mais avaient pratiquement plus transmis de hausses de prix de vente, et que donc pour l'instant ça allait. Et c'est une surprise. Ceci étant dit, c'est pas la dernière hésitation qu'on va avoir, parce que personne ne sait très bien comment on arrive à vivre avec cette inflation assez forte, sachant que quand même, il y a une petite musique, pas désagréable sur l'inflation aux États-Unis. Et d'ailleurs, vous avez invité plusieurs stratégistes et économistes qui vous ont dit, aux États-Unis, on a peut-être passé quand même le pic inflationniste si le pétrole ne monte pas davantage. Alors justement, intéressons-nous à ces questions de hausse de prix et de pic, parce qu'effectivement, les chiffres ont semblé le dire, Jérôme Powell semble vouloir le croire. Alors, est-ce le cas ou pas ? Et puis, allons un peu plus loin. Est-ce que d'avoir passé le pic, ça règle le problème de l'inflation, ou est-ce que le problème reste entier, Guillaume ? Le problème de l'inflation, vous connaissez la fameuse expression, l'inflation c'est comme le dentifrice, une fois que ça sort du tube, c'est très dur de le remettre dedans. Alors, il y a deux sujets, il y a quelque chose auquel on ne peut pas grand-chose, si j'ose dire, c'est les prix des matières premières rares, comme le pétrole. Et évidemment, si c'est un embrasement absolu géopolitique qui se poursuit, on va vers des jours très difficiles. Mais par ailleurs, ce qu'il faut, c'est éviter la fameuse boucle prix-salaire qui s'est un peu déclenchée aux États-Unis, qui s'est déclenchée en Angleterre. Les chiffres anglais étaient abominables. On était à 9% d'inflation avec une assez forte hausse des salaires en compensation, et tant mieux pour les gens, mais que du coup, il y a ce risque en Angleterre. En Europe continentale, on n'y est pas.
On n'y est pas pour l'instant, et c'est ce qu'on espère. Ceci étant dit, l'inflation a été un peu masquée en donnant des subventions, et donc elle va percoler un peu plus longtemps en Europe cette année. Et quand les boucliers vont se retirer, effectivement, ça peut être rigolo. En fait, la question, c'est moins celle du pic. Bon, on a passé le pic très bien, mais c'est le rythme de la redescente. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça y est, elle se diffuse absolument partout dans les services, dans tous les pans de l'économie, avec un peu de boucle inflation-prix-salaire, prix-salaire. Et donc ça, c'est un petit peu gênant parce que on voit bien que la question que se posent les marchés aujourd'hui sur la pérennité des marges, sur la capacité des consommateurs à absorber la hausse de prix, c'est une question qui va durer encore des mois, enfin des trimestres, si ce n'est peut-être encore un an à partir d'aujourd'hui, ou probablement même plus longtemps que ça. Donc on va pas la trancher, et donc on va rester probablement dans des marchés assez hésitants, avec en parallèle des hausses de taux et des retraits de liquidités de la part des banques centrales. Donc le cadre, il est quand même assez délicat. En face de ça, on a des entreprises dont les valos se sont quand même bien ajustés à la baisse depuis maintenant un an et demi. Donc finalement, le marché s'est déjà préparé à cet environnement beaucoup plus difficile, à ce manque de visibilité sur les marges, à ce problème de ralentissement de la croissance par la hausse des taux. Donc on va être dans cette zone un petit peu, je pense, de fluctuation pendant une période assez longue, qui évidemment existe depuis quelques mois, mais qui va durer. Et puis vous gardez, il ne faut pas oublier non plus, bon, il y a toujours la guerre Russie-Ukraine qui amène des headlines parfois assez négatives, et le cas du Covid en Chine, qui, on en parle un peu moins, mais en termes de disruption... On parle de tout ici. En termes de disruption dans les chaînes d'approvisionnement, là, ça se retend à nouveau. Et donc, ça peut faire des pertes de vente parce que vous n'avez simplement pas les composants. Certains sont obligés d'envoyer les pièces en avion. Enfin, ça pose un autre problème aujourd'hui. Stanislas a rapidement parlé des banques centrales. C'est vrai qu'elles ont l'air d'être sur les rails maintenant, puisque Jérôme Powell a écarté... les 75 points de base, a priori, on tapera à coup de 50. Et Christine Lagarde, qui approuvait pas vraiment une réponse politique plus agressive, tout en parlant de hausse de taux, est en train de rejoindre a priori la team juillet, comme on l'appelle. Donc nos banques, elles sont là et elles vont agir. Les banques centrales, elles se retrouvent dans une situation épouvantable. Il y a eu, au fond, une pression gouvernementale de deux côtés de l'Atlantique pendant les années 19, 20, 21 pour que les banques centrales soient incroyablement colombes. Et vous connaissez, on a entendu beaucoup sur l'antenne, moins ici heureusement, mais la théorie moderne monétaire, si vous voulez, dans laquelle on dit les taux peuvent être aussi bas qu'on veut tant qu'il n'y a pas d'inflation. Mais enfin bon, quand on met énormément d'argent dans le système comme on l'a fait et qu'il y a peu de production parce qu'avec le Covid tout est bloqué, on débouche sur l'inflation inexorablement. Donc il y a eu une espèce d'aveuglement complet. Bernanke, d'ailleurs, les banquiers centraux, entre eux, sont toujours très vaches. Donc Bernanke a dit que Powell avait été très trouillard, qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc Powell... il va dans le bon sens. Ce qu'il espère, c'est que le cap qu'il a donné, c'est-à-dire aller à 3%, ça va suffire. Et quant à la BCE, elle est sous une pression encore plus épouvantable parce que l'Europe s'est fragmentée, donc on ne peut pas faire monter les taux d'intérêt trop en Italie, au Portugal, en Grèce et bientôt en France, parce qu'on est quand même à 1,50. Où est le temps des taux négatifs? Et quand, dans votre émission immobilière, quand les gens disent que les taux vont pas monter, les taux peuvent être à 2,50. Donc la BCE va être obligée c'est notre sentiment en tout cas chez Montpensier, on va aller vers 1,50 très rapidement, sinon on aura un tel dérapage de l'euro, on risque de casser la parité. Votre vision, avec peut-être en filigrane la question de la stagflation qui peut surgir des banques centrales prises entre l'enclume et le marteau. Oui, c'est un peu ça. Alors après, il faut aussi voir que l'Ukraine n'a fait qu'empirer le problème de la prise de décision pour les banques centrales, parce que ça a ajouté de la hausse de prix de matières premières, en particulier sur l'énergie, mais ça a également mis un frein à la croissance. Donc pour le banquier central, en fait, c'est schizophrène, c'est que d'un côté, à une situation existante d'inflation élevée qui doit juguler, sachant qu'on va quand même prendre le postulat de départ que la hausse des taux d'intérêt n'est pas le meilleur outil, mais il n'y en a pas d'autre pour juguler l'inflation, parce que vous agissez simplement sur la demande, mais pas sur l'offre. Or, on parlait à l'instant du problème de Covid en Chine, etc. Donc déjà, l'outil de départ est pas très bon. Ils sont en retard dans le cycle, et on leur rajoute l'Ukraine, qui finalement amène un problème schizophrène. Vous avez d'un côté un ralentissement de l'économie, et de l'autre, plus d'inflation que prévu. Donc évidemment, là, je pense que sur juillet, c'est quasiment devenu du 95% de probabilité d'avoir 0,25. Probablement à la fin de l'année, on sera à 0, voire peut-être même un petit peu au-dessus de 0, entre 0 et 0,25.
Où sera l'atterrissage futur? C'est quand même assez délicat de voir parce que ça va beaucoup dépendre aussi des conditions économiques et des conditions d'écartement de spread dans les pays du Sud. Parce que ça sert à rien d'emmener les taux à 1,5 si en même temps vous êtes obligé de refaire un programme d'achat d'actifs pour comprimer les spreads sur les taux longs italiens. On est en train italiens. de se faire complètement plaisir. Là. On connaît cette contrainte. D'ailleurs, on l'a entendu. Les taux ne monteront jamais. Les États sont trop endettés. Non, mais là, ça y est, c'est parti. On l'a entendu combien de fois? C'est impossible que les taux montent. Impossible. Et bon, c'est parti. Et si on veut pas avoir des problèmes monétaires qui s'ajoutent aux problèmes d'inflation et de ralentissement potentiel, il faut restabiliser, revenir dans une politique pas normale, parce qu'elle est encore... Si la politique monétaire est normale, les taux seraient à 5%. Donc, mais cette histoire d'avoir l'erreur énorme que vient de faire la BCE, c'est d'avoir traîné pendant 6 mois pour rester avec ces taux négatifs, parce qu'ils avaient peur que le signal du fait qu'on remette les taux à zéro. Ouais. Ça n'a aucun sens pour les épargnants. Et après, là où il faut peut-être dédramatiser la situation pour les États, c'est que la duration, donc la durée moyenne de vie de la dette des États, elle est entre 6 et 10 ans en fonction des pays. Donc même si là, ça augmente un petit peu pendant 2-3 ans, vous n'allez rouler qu'une partie de votre stock de dette. Et comme vous venez dans les années précédentes de réémettre des dettes dans des conditions extrêmement favorables en 2019, en 2020 et en 2021, finalement aujourd'hui, si vous remboursez une obligation à 7 ans qui avait été émise par l'État français en 2015, vous allez réémettre peu ou prou avec les mêmes coupons qu'à l'époque, sur du 7 ans ou sur du 10 ans. Donc, il ne faut pas... Voilà, donc il est possible de monter les taux. Tout à fait. Non, mais on est là-dessus, on est tout à fait...